Dans la plaine du Turkestan, sur une colline, se dressait un cosaque à cheval. C'était le messager du capitaine Bunkatz. Il devait apporter ce message à son chef. Ces mots sont le tout début d'une histoire écrite et illustrée par des enfants en 1943 dans une villa devenue refuge sur les contreforts du Jura, dans la commune d'Izieux, un endroit que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Maison d'Izieux. Cette colonie, en 1943 et 1944, va accueillir 105 jeunes qui ont entre 4 et 17 ans. Leur quotidien est rythmé donc par l'école, mais aussi par des jeux, par des baignades et donc des spectacles. Parce que Philippe Dehan, le cuisinier de la maison d'Izieux, va apprendre aux enfants, lorsqu'ils inventent des petites histoires, à les inscrire sur des bandes de papier qu'ils vont coller entre elles, et le soir à la veillée, ils vont, selon le principe bien connu de la lanterne magique, organiser des espèces de séances de cinéma à partir de ces scénarios qu'ils inventaient. Certaines de ces histoires illustrées sont parvenues jusqu'à nous et on peut les voir parmi d'autres documents assez exceptionnels, des dessins, des photographies, des cartes, dans 2 expositions, une qui est en ce moment à la Maison d'Izieux et une qui arrivera au mois de janvier 2023 à Paris au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Ces documents sont aussi dans un catalogue magnifique intitulé « Paroles et images des enfants d'Izieux, 1943-1944 ». Et on est aujourd'hui avec Loïc Lebaille, qui est un des co-auteurs et un des co-commissaires de ces expositions. Merci d'être là. Vous êtes conservateur en chef du département des photographies et des estampes de la Bibliothèque nationale de France, qui s'associe pour ce magnifique catalogue et pour ces expositions à la Maison d'Izieux. J'aimerais bien que vous nous expliquiez peut-être comment est née, en 1943, cette Maison d'Izieux. Quelque chose qu'on ne sait pas toujours, par exemple, c'est qu'elle est née dans la plus stricte légalité. Absolument. Alors, l'histoire du lieu est très liée à l'histoire de Sabine Zlatin, qui est donc sa fondatrice, sa créatrice. On apprend qu'à l'âge de 16 ans, elle a déjà une activité politique. Elle est engagée auprès du Bund. Alors, quelle est la force de cet engagement, on ne sait pas, mais en tout cas, le 1er mai 1923, elle est arrêtée et va passer quelques mois en prison à Varsovie. Sortie de prison par ses parents, elle va décider de quitter la Pologne et de s'installer en France. Elle rencontre son futur mari, Miron Zlatin. Ils se marient en 1927. Lui est ingénieur agronome. Ils fondent une ferme avicole dans le nord de la France. Et au moment de la déclaration de guerre, le couple va en fait se réfugier près de Montpellier. Donc la situation autour de Montpellier est celle d'une région qui accueille de gré ou de force toutes ces populations qui ont fui déjà l'Europe de l'Est, qui ont fui la Pologne, qui ont fui l'Allemagne nazie, qui se sont installés en Belgique par exemple, et qui vont donc face à l'arrivée des armées allemandes, se réfugier en France. Sabine Zlatin est déjà à Montpellier et elle va venir en aide à des personnes qui sont en situation précaire, ce sont des exilés, des réfugiés, et puis aussi aux populations qui sont internées dans des dits centres d'hébergement, qui sont en fait des camps d'internement. Elle se met donc au service de l'œuvre de secours aux enfants pour extraire les enfants des camps, pour les sauver de ces situations de péril. Et donc c'est comme ça qu'elle va se retrouver à récupérer, entre guillemets, cette villa, et que le préfet même va lui faire la demande de diriger cette maison, ce qui paraît assez incroyable aujourd'hui. Sabine Zlatin va rester dans le secteur de Montpellier pour s'occuper d'un groupe d'enfants qui est un petit peu abandonné, qui est au château de Campestre, à Lodève.
Donc elle va prendre ce groupe en charge et avec la préfecture de Montpellier décider, demander l'autorisation au sous-préfet de l'Ain à Belay, l'autorisation de créer cette maison à Isieux, dans le hameau de l'Élina, pour accueillir le petit groupe d'enfants qui est encore à Lodève. Donc c'est un tout petit groupe qui arrive et qui va grandir les semaines passant. Donc Isieux est un lieu de passage, hein. C'est la fonction de ce lieu, c'est de mettre les enfants à l'abri avant qu'ils soient placés dans des familles, parfois un lieu de séjour en attendant qu'un membre de la famille vienne récupérer l'enfant. Voilà, c'est un lieu de placement, un lieu de vie où les enfants passent, et donc avec des populations qui vont se renouveler, c'est-à-dire que certains enfants accueillis au début de l'histoire d'Isieux ne connaîtront pas d'autres qui arriveront plus tard. Et alors c'est ça qui est assez bouleversant dans ces documents, qui sont des témoignages au sens très fort du terme, c'est que même si c'est un lieu de passage, un lieu de refuge au milieu du danger, et on le sait, l'histoire va mal et très mal se terminer, il y a quand même un an d'une espèce de parenthèse, et au milieu de ce chaos, au milieu de ces allées et venues, c'est un véritable lieu de vie. Et c'est ça que ce dont les documents témoignent, c'est la vie en fait d'un groupe d'enfants, dans ce qui peut avoir à la fois de très banal et en même temps de bouleversant, parce qu'on sent que ces enfants sont seuls, qui sont coupés de leur famille, qui vont donc s'attacher beaucoup d'ailleurs au personnage de Sabine Zlatin. Il y a plusieurs lettres, il lui souhaite son anniversaire, etc. Donc il y a cette espèce d'ambivalence, de paradoxe qui est très très fort dans les témoignages, entre la joie, la vie, et quelque chose qui est de l'ordre d'une menace qu'on sent quand même tout du long. Oui, absolument. Donc en fait, les enfants sont pris en charge par aussi une équipe d'encadrants qui vont prendre soin des enfants, qui vont essayer de leur garantir les conditions de vie les meilleures possibles. Alors dans un lieu qui est à l'écart du monde, hein, qui a une existence officielle, néanmoins, le lieu a été créé, déclaré en préfecture. Voilà. La colonie reçoit aussi quand même l'aide de Pierre-Marcel Wiltzer, de Mademoiselle Cogent qui travaille avec lui. La colonie reçoit aussi, bien sûr, l'aide de l'OSE via l'UGIF, avec la question des financements, financement des pensions des enfants. Voilà, le Secours national aussi va apporter une aide ponctuelle. Voilà, donc c'est un lieu qui est prêt à accueillir les enfants dans des conditions un peu spartiates quand même, hein. Un seul point d'eau pour tout ce petit monde. Il va y avoir des poux, quelques cas de gale aussi, voilà, qui sont très vifs dans les souvenirs des enfants. Voilà, absolument. Alors, ce sont des enfants qui ont déjà été éprouvés personnellement, qui ont perdu leurs parents, dont ils n'ont aucune nouvelle, ne sachant pas ce que ces parents sont devenus. Au moins qui sont séparés de leurs parents. Je pense au petit Georgie Alperne, hein, qui il continue de communiquer avec ses parents, il échange des lettres avec sa mère, avec son père. Voilà, et donc se crée une vie de colonie de vacances en quelque sorte. Ils sont arrivés juste avant l'été. Toute cette période d'été est une période apparemment heureuse. Bon, il fait beau, on va se promener, on va cueillir des fleurs, on invente des jeux, on va se baigner, absolument. Voilà, donc c'est un lieu qui est protégé, même si les enfants sont éprouvés. Je pense que là, ils peuvent quand même vivre une part d'enfance, peut-être pas tout à fait normale, mais ils peuvent en tout cas, bien entourés, trouver un peu d'affection, s'exprimer, et beaucoup à travers effectivement ces jeux, le cinéma qu'ils inventent, le théâtre, les danses. On écoute des chansons, les documents en témoignent. Voilà, donc, alors ça c'est la première partie de l'histoire d'Isieux. Ensuite vient la rentrée scolaire, une jeune institutrice, Gabrielle Perrier, est nommée pour faire la classe. Voilà, donc là c'est un autre registre, c'est un autre quotidien qui va s'installer. On n'oublie pas, enfin l'espoir en tout cas est bien présent de traverser la guerre, les lettres des enfants en témoignent.
On attend la fin du conflit pour retrouver ses parents et on va à l'école pour être le meilleur possible et construire une vie. Alors malheureusement, le 6 avril 1944, les enfants qui sont présents, ainsi que les éducateurs qui les encadrent, sont raflés sur ordre, on le comprendra bien plus tard, de Klaus Barbie. Ils sont emmenés à la prison de Montluc, d'abord à Lyon, puis transférés à Drancy, et ils vont être tous déportés vers l'Est. Il n'y aura qu'une survivante parmi les éducatrices, c'est justement Léa Feldblum. Sabine Zlatin n'est pas là le jour de la rafle, et ça va être déterminant dans le destin de ces documents qu'on essaye de raconter aujourd'hui, parce que juste après la rafle, son mari aussi est arrêté et va être fusillé. Juste après la rafle, elle revient à la maison d'Isieux et elle a, ce qui en fait d'ailleurs un témoignage de la Shoah, puisque c'est un point commun avec d'autres témoignages, elle a immédiatement cette conscience qu'il faut garder des traces, qu'il va falloir garder des témoignages, et donc elle rassemble tous ces documents qui témoignent de la vie du lieu, et elle va manifester la volonté farouche d'abord de les conserver et ensuite de faire du lieu un musée mémorial pour pouvoir les montrer. À quel moment est-ce que Sabine Zlatin va se diriger vers votre institution, c'est-à-dire vers la Bibliothèque nationale de France, pour vous confier ces documents? Elle va conserver les documents pendant environ 50 ans chez elle. Ça ne veut pas dire qu'elle les oublie complètement, au contraire. Elle en parle dans le catalogue Garde-le toujours. Elle explique que les documents sont là, ce sont les témoins qu'elle a donc préservés de ces mois de vie à la colonie. Elle ne fait pas du tout l'impasse sur la mémoire du lieu, au contraire, puisqu'elle va instaurer dès 1946 des commémorations annuelles à Isieux. Elle fait apposer une plaque sur la façade de la maison. Elle fait ériger un monument à la mémoire des enfants à Braigné-Cordon, à quelques centaines de mètres de la maison. Voilà, donc elle entretient, je dirais, le souvenir des enfants, de la colonie, des adultes qui ont disparu aussi. Donc elle garde les documents précieusement. Elle entretient le souvenir et je dirais qu'une sorte de tournant va avoir lieu au moment du procès Barbie. Serge Klarsfeld donc, va se documenter sur l'identité des enfants qui ont été raflés, qui ont disparu. Il va faire tout un travail d'enquête auprès des familles et publier un livre important qui s'appelle Les enfants d'Isieux, une tragédie juive, dont la première édition a lieu en 1984, donc 3 ans avant le procès. Donc là, il a fait tout ce travail de documentation. Je ne sais pas s'il a des contacts avec Sabine Zlatin, je ne sais pas. C'est une question sans doute à traiter. En tout cas, Sabine Zlatin donc, est témoin, je dirais, partie civile au procès de Klaus Barbie. Elle témoigne de son parcours. On se souvient de cette phrase célèbre à propos des enfants raflés, donc ce n'étaient pas des résistants, c'était des enfants, c'était des innocents. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Et le procès Barbie donc, va sans doute l'amener à concevoir autre chose autour de ce lieu d'Isieux. Elle va fonder donc, une association avec Pierre-Marie Wilser, le préfet, le sous-préfet de Belay, une association pour la création d'un mémorial. En 1988, la maison est en vente en 1990, l'association réussit à acheter la maison et va transformer ce lieu en mémorial, un mémorial qui est inauguré en 1994 par François Mitterrand. Alors, parallèlement, je dirais qu'elle va se ressaisir des documents qu'elle conserve chez elle
et elle va faire une sélection des documents les plus importants pour documenter l'histoire du lieu. Elle va faire le choix de donner cet ensemble documentaire à la Bibliothèque nationale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi se constitue ce fonds ? Alors, les documents sélectionnés par Sabine Zlatin donc, vont couvrir plusieurs aspects de ce qu'elle envisage comme, je dirais, comme fonction au mémorial. Il y a la fonction donc, du souvenir avec des pièces qui vont décrire son parcours. Beaucoup de pièces donc, vont montrer ses activités au moment de Lozé à Palavas-les-Flots, Montpellier. Pour la colonie, donc, elle a sélectionné des dessins d'enfants, les films dont on a parlé, des albums de peinture, ceux de Max Tettelbaum par exemple, qui sont absolument magnifiques, des petits mots échangés entre enfants. Elle a aussi réuni des photographies, alors quelques photographies originales, parfois des contre-types, photographies qu'elle aura collectées ailleurs, auprès de familles, auprès d'autres personnes. Donc il y a eu des échanges là pour constituer un ensemble de documentaires le mieux fourni possible. La Maison d'Izieux est toujours un lieu vivant qui accueille des jeunes, qui accueille des chercheurs, et où il y a vraiment un travail scientifique qui est effectué, de constitution de la mémoire, d'écriture de l'histoire. Voilà, il y a encore des inconnus, je dirais des inconnus dans l'histoire, mais des inconnus sur les photographies. Nous avons donc des visages sans nom, parfois des noms sans visage. Et la Maison d'Izieux continue à réunir tous les éléments de ce puzzle pour avoir la meilleure vision possible, la plus exacte de l'histoire de cette colonie. Donc c'est un lieu vivant qui donc, reçoit des jeunes, qui invente aussi des choses nouvelles. Alors là, à propos des films dessinés par les enfants, la bibliothèque a par exemple publié le fac-similé d'une des bandes dessinées par les enfants de cette lanterne magique. On peut signaler que la Maison d'Izieux a coproduit un film d'animation réalisé par une maison de production à partir des dessins des enfants qu'on voit aujourd'hui s'animer. Voilà, on voit en fait sur le papier d'écolier ces formes bouger. On peut signaler aussi que le doublage du film a été fait par une classe de primo-arrivants du collège Aimé Césaire à Vaux-en-Velin, donc des enfants qui arrivent en France, des petits étrangers, des petits exilés sans doute, qui apprennent le français et qui là ont été confrontés à cette mémoire des enfants de 1943. Donc c'est un lieu vivant, c'est un lieu très, très actif. Dans la plaine du Turkestan, sur une colline, se dressait un cosaque à cheval. C'était le messager du capitaine Punkats. Il devait apporter un message à son chef Zamovica, qui campait derrière cette grande colline. En bas, il aperçut 5 ou 6 tartares qu'il gardait pour arrêter les messagers et les capturer. Aïe, aïe. Il prit courage et fonça dans les tartares. Tiens ça. Et ce sont vraiment des témoins au sens où on a l'impression que ces documents nous parlent, et même au-delà de cette petite lanterne magique qui parle, puisqu'il y a du mouvement et de la parole, même ces dessins, ces lettres, voilà, on entend véritablement les voix et on se retrouve. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à aller voir ce livre et à aller voir ces expositions. On entend aussi, on est vraiment plongé au cœur de cette espèce de non-lieu entre l'enfance, l'insouciance qui nous parle très directement, et la machine de guerre et d'extermination, puisque effectivement la Maison d'Izieux va devenir un des symboles de crimes contre l'humanité et du procès Barbie ensuite. Oui. Je vous remercie en tout cas et à bientôt.